T'attends-tu que j'y aille? Non, je vais y aller. Ah, OK. Just setting up the Facebook. We are live on Facebook. We're recording. Welcome, everybody. Divine greetings. I am so honored once again to be joined by my beautiful sister and bestie, Queen Anne-Sophie, for our part 2 of our incredible interview. If you haven't seen the first one, go check out part 1, where she starts off her journey. I will be doing this in Français and in English because Anne-Sophie is from where I'm from Quebec, and she feels more at ease speaking in French. So, on va faire cette entrevue en français et en anglais. Alors, bienvenue à tout le monde qui nous joint. Reine Anne-Sophie va nous partager aujourd'hui la partie 2 de notre entrevue. La semaine passée, on a fait partie 1 où est-ce qu'elle expliquait son histoire, ses expériences avec la fibrose kystique et ses greffes de poumons, son combat avec l'alcool, avec les drogues, les troubles alimentaires. C'est tellement inspirant. Donc, si vous ne l'avez pas vu encore, allez voir la partie 1. Et puis aujourd'hui, on va plonger encore plus en profondeur dans ses expériences. Alors, on va parler de sa deuxième greffe de poumon. Today, we're going to be talking about her second lung transplant and also the continuation of her journey, her falling in love, and what's been going on with her these days. So just a little recap, Queen Anne-Sophie was struggling her whole life with cystic fibrosis, which is a degenerative disease that affects the lungs, the reproductive system, the gut, and it has so many different other consequences, like affecting the blood pressure. She has diabetes, gastroparalysis, and so many different other health concerns. And recently she was hospitalized again for the first time with COVID, and she's been struggling with the antibiotics, but we are in good shape today. She's going to tell us how these antibiotics have been working, the strongest ones on the planet. Hallelujah. We're so happy to see her to climb up the hill. Alors aujourd'hui, elle va nous parler un petit peu aussi comment ça va mieux avec sa situation. Elle était hospitalisée avec la COVID depuis quelques mois et puis elle avait beaucoup de difficultés avec tous les antibiotiques, mais là finalement, il y a un antibiotique qui est le plus fort au monde, qui est en train de fonctionner. So, on est vraiment, vraiment content que Anne-Sophie soit ici avec nous pour nous partager. So we left off last time, you were entering Nouveau Départ, which is the rehabilitation center where we met, actually. So let's recap a little bit. You were waiting for your second lung transplant. And lead us a little bit. Alors, à Nouveau Départ, on est en centre de réhabilitation où on s'est rencontrés, et puis tu es en attente de ta deuxième greffe de poumon. Alors, parle-nous un petit peu de cette période dans ta vie. OK. C'est ça. Ça faisait des années que je me battais contre l'alcoolisme et la toxicomanie. Puis finalement, quand je suis rentrée à Nouveau Départ, en maison de thérapie, je suis restée là 3 mois à l'interne. Tranquillement, j'ai comme tout le voile de la consommation s'est enlevé. J'ai commencé à voir le ciel, si on veut, là, le ciel bleu, puis comme à trouver plus le goût de la vie. Ça a été progressif, ça a été difficile, mais au bout de 3 mois, c'est là que j'en étais. Puis au bout de 3 mois, quand je suis sortie, j'ai eu un diagnostic de rejet de mes poumons, puis il me restait quelques mois à vivre. Puis là, pour la première fois de ma vie, j'étais clean, puis j'avais le goût de vivre, puis je me fais annoncer que je vais mourir. Ça a été vraiment difficile, mais comme j'avais juste 25 ans, que le reste de mes organes était quand même encore assez fort, on m'a proposé de faire une deuxième greffe, mais ça s'est comme pratiquement pas fait. En fait, il y en avait 6. Il y en avait eu 6, mais les 6, c'était des échecs. Mais c'était ça ou la mort, fait que je me suis dit, go, je me lance dans le processus. Puis, dis-moi quand tu veux traduire, là, je continue.
Okay, je peux le traduire maintenant. So at this point in Nouveau Départ, so she spent 3 months in a treatment center for drugs and alcohol, and she was starting to get sober and starting to see like life in a whole new way. She was feeling more positive. She had met a man as well in there, so she was feeling really, really happy and excited to be sober in her life. But she received a diagnosis that she was in rejection of her lungs. Her first lung transplant was starting to degenerate. So they told her that there would be a possibility to do a second lung transplant, but that was very, very risky. There was only 6 that were ever done in all of Quebec, and they all didn't work. They all failed. But she was in a situation of life or death. And so she decided to go all in and to throw herself in this process, knowing that any other option would be death. So this was her only chance at life. And she was 25, so she had all her other organs working properly. So she felt like she would be able to survive. And she did, by the grace of God. I remember that time. It was so stressful for everybody. We didn't know what was going to happen to her. And yeah, tell us a little bit about that, because I know they induced you in a coma during that time while you were waiting for your lungs. Ah, attends 2 secondes, mon Okay. infirmière. Okay. Ce sera pas long. Okay. Tu veux que je continue à parler un petit peu comme de Ouais, mon vas-y okay. donc. So at that time, I remember we, like, nobody around her knew what was going to happen, and they induced her in a very like in a coma, so that all her organs stay so basic and barely keep her alive, because anything that went out of range would affect her lungs. And they were waiting for a donor, and that's very, very rare to get a donor even, and to get one that fits the body and the blood type and all of that. So it was really, really a difficult time for her family and everybody. Well, for her especially, you know, but everybody who cares about her too was really worried. Continue. Pendant 30 secondes. She's a miracle. I already had glimpses of God before Anne-Sophie. Honestly, I mean, I was like, if this girl makes it through, like, there is a God, you know what I mean? Because she had been declared dead pretty much a few times at that point. She went under and came back and kept coming back. The doctors, you know, they tease, I don't know if this is a funny joke or not, but they say she has more lives than a cat, you know, because she just keeps coming. Okay, it's funny. Let's you say it. But yeah, she's really been through it, like literally to death's door. Mais OK, c'est beau, elle est partie. Je vais recommencer à Thank God. Mais ouais, c'est ça. L'année pendant laquelle j'ai attendu mais ça, je pense qu'on l'a dit pendant le part 1. Fait que je vais aller direct au coma. Au bout à peu près, même près d'1 an que j'attendais, j'étais rendue tellement malade. J'étais hospitalisée depuis un moment, puis ils appelaient comme souvent les soins intensifs dans ma chambre parce que j'étais genre en train de mourir. Puis finalement, ils m'ont juste descendue aux soins intensifs officiellement, puis ils m'ont gardée sous un coma, mais tellement profond que même mes organes ne fonctionnaient plus du tout. Parce que moindrement que c'était mes poumons qui faisaient les échanges d'air, mon CO2, il montait dans mon sang, puis je m'empoisonnais. Fait que c'était comme un coma plus profond, comme très, 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 très profond. Puis je suis restée dans un coma comme ça pendant 1 mois. J'avais des poumons artificiels. Il y avait 3 personnes, comme celui qui s'occupait des poumons artificiels, une inhalo, puis une infirmière qui était à mon chevet 24/7, tellement je pouvais mourir à chaque minute. Mes parents se sont fait appeler je ne sais pas combien de fois parce qu'ils pensaient, comme l'hôpital leur disait que j'étais en train de mourir. Puis, mais finalement, j'ai eu ma greffe, puis
mais c'était tellement in extremis que j'ai fait 4 arrêts cardiaques. Le chirurgien il a massé mon cœur dans ses mains. J'ai eu des électrochocs. Après ça, comme mon sang il a manqué d'oxygène, fait qu'il y a eu de la nécrose sur plein de mes organes. Puis c'est depuis ce temps-là que mon système digestif est paralysé. Puis je suis restée la cage thoracique ouverte pendant 1 semaine parce qu'il y avait trop d'hémorragie. En tout cas, mes reins ont lâché complètement. J'ai fait de l'hémodialyse pendant vraiment longtemps. Puis quand je me suis réveillée, je pesais 30 kilos. Puis j'avais une trachéo dans le cou, fait que je pouvais pas émettre un son. J'étais rendue tellement faible puis atrophiée que comme je pouvais même pas lever ma main pour pointer des lettres. Puis c'était genre impossible de m'exprimer. J'étais vraiment en prison dans mon corps. J'avais plus que 30 tubes qui me sortaient du corps. J'ai eu plus que 60 transfusions sanguines. Fait que ben, c'est ça. Tu veux-tu traduire? Yeah. So she was basically in an induced coma for about a month where, they reduced the capacity of all of her organs so that she could stay alive. She had over 60 blood transfusions. At some points, her heart would stop beating. The doctor called her parents many times to tell them that she was about to die. The doctor had her heart in his hand at some points, rubbing it to like make sure that it continues to beat. And she had so many different problems, necrosis in her digestive system. That's why she has gastroparalysis right now. And basically she had her chest open for a week, you said? A week, with her heart just everything just exposed because they were working on her, and she was in such a critical state for a whole month. Did I miss something? Bah, non. De toute façon, je pense que dans le part 1, tu le dis aussi, mais tu as dit l'essentiel. Fait que c'est ça, tu sais, quand je me suis réveillée. Oh yeah, sorry. When you did get up, the tracheo, she had a tracheo Oui. in her throat, and she couldn't speak because of the tracheotomy, and it was so weak. She was like weighing 30 kilos, which is nothing, and she could barely even hold her hand up to point to letters to speak, so she couldn't even express herself to tell the doctors what she needed or to move or anything like that. So she was in a prison in her body. Ouais. Puis je suis restée aux soins intensifs pendant 2 mois. Puis la pente à remonter là, c'était quelque chose, là, tu sais, c'était tellement décourageant, là. Je me souviens la première fois que j'ai été capable juste comme d'être assez forte pour lever mon bras. C'était comme un exploit, là. Mon père m'avait filmé. C'était incroyable, là, tout le travail que j'ai fait. Tu sais, puis à ce moment-là, tu sais, les montagnes sont comme la pente à remonter, c'est tellement énorme que c'est tellement décourageant. Faut que tu ailles vraiment comme un mini step à la fois. Genre, comme la fois, mettons, que j'ai été capable de pointer une lettre sur un tableau pour m'exprimer, c'était mon exploit de la journée, tu sais. Faut pas que tu t'imagines. Si tu vois ça, si tu vois toute la pente qui a remonté d'un coup, tu vas te décourager, tu sais. C'est vraiment, c'est difficile, c'est le principe de one day at a time. Puis, voyons, j'avais quelque chose d'autre aussi, je m'en souviens plus. En tout cas, ça va peut-être me revenir. Je peux traduire si tu veux, Ouais, ça vas-y. t'aiderait. So she was saying how if you look at the big hill that you need to climb, sometimes you're going to get overwhelmed. And she was in a situation where it was really like one
little task at a time that she could do, you know, like just the first time she was able to raise her hand and to point her finger to a letter was a big accomplishment for the day. And she felt so proud of herself. And it was a consecutive, you know, series of efforts, and it was difficult for her to do even the simplest things. So she was saying that she had to look at it from one event at a time and not the big picture of all that she was going to relearn how to do. She had to basically relearn how to do everything. Her body was atrophied, her muscles had gotten weak, and so she had to really build and go slowly. And yeah, her dad was filming her when she started pointing. And I remember too, when she climbed the stairs, I'll never forget this. There's a video that she filmed on Facebook the day that she was able to walk again and climb those stairs. We were all so proud of her because we know how much work that went into that. It probably started with one step, and then she was tired and had to go back in the bed. And Juste me mettre debout, là. yeah, just to stand was really difficult for her. Ouais, pour vrai, c'est juste avant ma greffe, tu m'aurais dit: «Il va falloir que tu passes à travers ça». J'aurais jamais pensé que j'aurais été capable. Tu sais, c'est dans ces moments-là qu'on se découvre une force qu'on est même pas conscient qu'on a en dedans de nous. Wow. C'est fou, là. Hem, puis aussi, tu sais, la douleur, puis à quel point il fallait que je lâche prise, puis que je m'en remette aux autres parce que j'étais totalement dépendante des machines. Tu sais, comme par exemple, une fois, je respirais du coup par ma trachéo, puis le tube, il s'est juste déconnecté. Mais moi, je pensais que je mourrais. Tu sais, je suis totalement dépendante des machines, puis j'étais trop faible, j'étais pas capable de m'asseoir, de crier, mais il y avait pas un son qui sortait de ma gorge. J'étais en prison dans mon corps, il y avait rien que je pouvais faire. Fait que quand tu as mal comme ça, quand il faut que tu lâches prise comme ça, moi, je sais pas combien de fois je me suis imaginée là, comme tout le monde me manipulait puis me faisait mal. Puis j'imaginais que j'habitais plus mon corps. J'imaginais comme me séparer de mon corps, puis OK, ils font ce qu'ils ont à faire, j'ai plus aucune sensation physique. Je lévite au-dessus de mon corps, ben je suis un robot. Tu sais, tu développes tellement de mécanismes pour survivre à ça, puis passer à travers ça, tellement c'est difficile mentalement, tellement ça fait mal physiquement. En tout cas, c'est ça, tu sais, j'ai un choc post-traumatique depuis ce temps-là, là. Fait que j'ai remonté vraiment tranquillement la pente. Puis, tu sais, dans le coma, j'ai eu, beaucoup de fentanyl, de kétamine, de propofol. Puis même si ça faisait 1 an que j'étais clean, même si j'avais rencontré l'homme de ma vie, même si j'étais super bien entourée, même si c'était un miracle que je sois encore en vie, puis j'avais tout fait, tu sais, j'avais tellement démontré que je voulais vivre, puis je m'étais tellement battue. Même si j'avais fait une thérapie de 3 mois à l'interne avant, ben, ce que j'ai finalement fini par comprendre, c'est que l'alcoolisme puis la toxicomanie, c'est une maladie qui demande des traitements quotidiens pour s'abstenir de consommer. Puis, dans le coma, j'avais eu des substances, puis c'est plus fort que moi. Je suis totalement impuissante devant l'alcool puis devant toutes les substances qui altèrent le comportement. Puis j'ai rechuté après ma 2e greffe. Tu veux-tu y aller? Yeah. So I love what you said, everything. The beginning of this last passage, she said that if she had known before she went into this second lung transplant, what all it would take to come back from that and retrain herself and relearn, she would have never thought it would be possible for her to do that. And it's incredible how we find the strength within to do incredible things that we never thought would be possible when the situation arises. And you know, she just had to be strong. There was nothing else that she could do but be strong. And when you know you were in a situation like that, you just learned to be strong. And then there was times after her transplant where she felt
so in a prison in her body that she was like she was completely dependent on other people to even live. Even through her tracheotomy, they were helping her to breathe. There was air that was going through there. And so at some point it came undone and she couldn't breathe anymore. She couldn't even scream. She couldn't ask for help. And she thought she was going to die again. And so, everything, she was so dependent on the doctors that she was like dissociating from her body. At night, she would imagine floating above her body or like disconnecting from her body because it was so painful to be in her body. And it was really, really a difficult time for her to be going through that. And then during those times, she was receiving a lot of different drugs like fentanyl and ketamine, and to help with the pain. And so it comes back to the addiction that even as a recovering addict, we always have like practices to put in place, and physical, mental, emotional practices so that we don't fall back into it. But being under the influence, having no choice to be under the influence because you were going through surgeries and receiving these drugs, it was a bit of a tricky situation as a recovering addict to be receiving fentanyl. So it's no question that she got addicted again to these drugs and had a hard time afterwards. So tell us a little bit about that journey coming out of it and still being addicted to these drugs. How do you come off of these very, very powerful drugs that the doctors have to give you? Yeah. Tu peux même pas t'imaginer la honte puis la culpabilité qui m'habitait de rejeter après une deuxième greffe de poumon, puis après avoir eu cette chance-là, après avoir survécu ça, après comme tout ce que mes parents, mes amis, mon chum avaient fait, pour moi, c'est c'est indicible la honte qui m'habitait, là, mais c'était tellement plus fort que moi, surtout que j'étais en gros PTSD, genre, tu sais, oui, il m'en avait donné, puis j'étais dépendante physiquement, mais en même temps, mentalement, j'étais pas dans un bon état du tout, du tout, du tout, là. Puis j'ai tellement voulu arrêter par moi-même, puis à l'hôpital, ils ils connaissent rien là-dedans. En tout cas, on va pas partir un débat, là, mais c'était tellement facile pour moi de jouer sur les doses, de comme manipuler, de mentir. Personne ne peut se douter de rien. Tu sais, comme par exemple, mes patchs de fentanyl, là, à tous les jours, je les décollais puis je les mettais dans ma bouche pour les téter. À tous les jours, l'hôpital m'en donnait d'autres parce qu'ils avaient décollé dans la douche ou en m'habillant ou, tu sais, genre, à en tout cas, tu sais, c'est tellement mal organisé, je trouve. Puis non, mais méconnu, comme le monde ne connaît pas ça. Puis c'est facile de prescrire. En tout cas, whatever. Fait que j'ai vraiment voulu me sevrer toute seule, mais j'étais comme c'est impossible de se sortir seule de la toxicomanie, c'est impossible. Puis j'étais pas capable d'admettre que j'avais besoin d'aide, puis que ma méthode à moi fonctionnait pas, parce que j'avais tout essayé. Puis, tu sais, j'ai essayé des substances plus douces, genre des jojobapotes que tu m'amenais à l'hôpital pour tolérer les effets du sevrage, puis retarder mes doses comme de quand je consommais, puis mais il y a vraiment rien qui fonctionnait, puis vraiment j'ai eu une grâce parce que l'alcoolisme puis la toxicomanie, c'est une maladie mortelle, puis j'en connais honnêtement là, j'ai même pas de doigts puis assez de doigts puis d'orteils pour compter combien de personnes que je connais qui sont mortes depuis que j'ai fait ma première thérapie puis que je suis dans les groupes d'entraide, genre AA, soit par suicide, soit par overdose. J'en connais un de 32 ans de mon âge qui est mort il y a à peu près 2 semaines. Il s'est jeté devant le métro. Un toxicomane qui était pas capable comme de reprendre le dessus. J'en connais tellement. Fait que j'ai vraiment eu une grâce de encore comme de pas juste me laisser aller puis mourir. Puis, en sortant de l'hôpital, je suis retournée en thérapie pendant, le temps qu'il a fallu pour me sevrer, là. Puis depuis ce temps-là,
Ben, vas-y, traduis. Okay. So she was experiencing a lot of guilt and shame for still having, addictive behaviors. So they were giving her fentanyl, but then what she would do is because the hospital wasn't really keeping track, or they're not really aware of people with addictions and how that could work. So what she was doing was taking the patches of fentanyl and licking them every day and asking for more doses, and or saying that it just disappeared, it just fell off, and they would just give her more. So as a recovering addict, and she's still experiencing a lot of PTSD from the transplant, and I mean, who wouldn't? That's like pretty serious trauma right there. Like, I can't even imagine what you were going through. And so she was in a very negative state of mind, a very like challenging state of mind. And so she was using extra of the fentanyl and the medications that they were giving her. And she felt a lot of guilt because she had gotten a chance at, another chance at life. And she felt like she was, still destroying herself. But the addiction is stronger than her. You know what I mean? It is stronger than us. That is a true testimony. And I really appreciate your courage in sharing this, because I know it's not easy to share this, but that's the beast. That's the beast of addiction, is that it takes over your life. And as much as you want to live, as much as you have a desire to live, it really does take over. And she said that she's seen so many people in meetings, I mean, people that she met through meetings or in rehab that had drugs and alcohol addiction, that either killed themselves with a overdose or suicided. Just a 32-year-old friend that she had jumped in front of a subway a few weeks ago because he couldn't handle being an addict anymore. And this is the reality of being a recovering addict, that it could come back very strong. And so she felt very blessed that she had another chance at life, and she had another chance to be clean. And so after her, she was able to, like, her intense time in the hospital, and then after that she went into the recovery center again to wean herself off of the hard drugs. And since then, she's been doing much, much better. Yeah. Ouais. Fait que c'est ça, en sortant de thérapie, ben, je suis retournée dans les meetings, dans tous les groupes d'entraide. Puis j'ai commencé à mettre ma sobriété, la priorité de ma vie. Puis comme il fallait que je prenne mes anti-rejets pour ma greffe, que, tu sais, je fasse attention que je prenne mon insuline pour mon diabète, ben, j'ai compris que l'alcoolisme puis la toxicomanie, c'est une maladie, puis qu'à tous les jours, il faut que je mette en pratique, que je mette comme des actions en place pour rester sobre et ne pas consommer. Puis c'est pas juste pour ne pas consommer, mais c'est pour être comme en paix avec moi, puis pas avoir tous les comportements d'addict, genre mentir, manipuler, être impulsif, comme être extrémiste, tu sais, tous les comportements qu'on a, là. Puis avoir une sobriété un peu dans tous les domaines de notre vie. Puis, c'est ça, tu sais. Fait que depuis ce temps-là aussi que j'aide des nouvelles qui arrivent, qui veulent essayer d'arrêter de consommer, parce que c'est vraiment en sortant de mon égocentrisme, de mon apitoiement, de mes bobos, de mon nombril que je regarde tout le temps, que, ben, tu sais, l'alcoolisme et la toxicomanie, c'est beaucoup de l'égocentrisme. Fait que c'est en me tournant vers les autres que je vais mieux, que je me sens utile, que je vois que je peux apporter. Je prie beaucoup, beaucoup pour comme ne pas oublier d'où je viens, parce que c'est trop facile de banaliser puis de minimiser le temps quand on consommait, parce qu'on oublie vraiment rapidement, puis notre ego, il revient comme vraiment vite haut. Puis ces nouvelles-là qui arrivent puis qui sont en détresse, qui veulent arrêter de consommer, elles me rappellent d'où je viens,
Puis tu sais, je suis pas une conseillère matrimoniale, je suis pas une conseillère financière, tu sais, je suis pas psy, je suis pas rien, mais c'est juste par mon expérience, ben, je peux aider les autres. Fait que ça, comme, tu sais, le fait d'avoir tellement été en prison dans ma tête parce que l'alcoolisme, c'était tellement un dictateur, puis ça décidait tout, puis je vivais tout en fonction de quand j'allais boire, quand j'allais consommer. Tu sais, toute ma vie était centrée autour de ça. Ben, aujourd'hui, ma liberté d'esprit puis ma liberté de choix, je l'apprécie plus que quelqu'un de normal parce que j'ai vécu l'inverse. Je peux comparer c'est quoi. Fait que je sais combien c'est bon de me sentir, de sentir que j'ai un pouvoir décisionnel sur ma vie, tu sais. Pareil, tu sais, pour mes poumons, j'ai tellement manqué d'air que aujourd'hui, l'air qui rentre dans mes poumons, il n'y a pas une journée qui passe sans que je ne m'émerveille pas du souffle que je peux avoir, tu sais. Ça, quelqu'un qui n'a pas vécu ma maladie, puis des greffes, puis blablabla, mais il ne peut pas savoir c'est quoi, c'est impossible. C'est impossible de faire comme, tu sais, ça me rend tellement plus appréciative de tout. Puis aussi, je ne le tiens pas pour acquis parce que, ben, je ne peux pas le tenir pour acquis après tout ce que j'ai vécu, là. Mais, tu sais, ça fait que j'ai une conscience tellement plus aiguisée de la fragilité de la vie. Fait que ça fait que, tu sais, que probablement que j'en profite plus. Puis encore là, je suis plus appréciative. Fait qu'en tout cas, tu sais, c'est pour ça que je veux jamais oublier d'où je viens. Au final, ben, c'est pas tout le temps de même, là, mais j'ai beaucoup de gratitude d'avoir vécu toute la souffrance que j'ai vécue parce que, tu sais, j'en sors tellement grandi, puis plus alerte, puis plus consciente, puis par mon expérience, je sais que je peux aider beaucoup, 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 beaucoup. Fait que je suis privilégiée dans le fond, tu sais. Mais ça, comme je le pense pas tout le temps, là, mais j'essaie de me le rappeler en tout cas. That's so beautiful. So let me try not to miss anything. She started realizing that it was very important to put in place certain things as a recovering alcoholic and a drug addict to stay sober, you know, every day, certain practices and like prayer, meditation, and you know, taking care of her body, staying connected to community. So she started going and being of service in the meeting rooms and practicing the 12 steps, which is giving back and being of service. So she started being a how do you say it, marraine, Sponsor. a sponsor to newcomers that were coming in and that really needed help to get clean. And her experience was helping them, and so she started seeing how everything that she'd been through was there to support others in their recovery, and it helped her to develop such a greater appreciation for life and even just taking a breath, because she missed air so much and air was so difficult for her to receive. Sometimes she felt like she couldn't breathe, so she feels like she has an even greater appreciation for life and sobriety and just the air that she's breathing every day than anybody else who has never been through what she's been through, and for love and the opportunity to be alive every single day has been just growing in her so much, and how her experience could benefit others. And that's really what, you know, these groups are all about. And that's, you know, one of the things I always, you know, share with people is get connected, stay connected to people, and give back in any way you can. So, you know, Anne-Sophie really didn't wallow in self-pity, but she raised herself out of that
victim mentality, you know, and if she can do it, then we all can do it, because she has really been through so much, and still she decided to show up for people. And even the other day, we, you know, like I'm so in amazement of you, because even when you're not in the best shape, if somebody needs you, like, you show up for them, you show up to share, you show up to be of service, and that takes an incredible amount of courage and dedication to others. Merci. Did I miss something? Non, je pense pas. Attends, qu'est-ce que je voulais... T'as-tu des... Non, je sais plus ce que je voulais dire. Merde! No, it's okay. Hein? No, we'll just come back Oh to oui, like oui, ok, oui. yeah. Tu sais, avant ma deuxième greffe, je faisais des crises de panique à tous les jours, parce que je manquais d'air, puis c'était vraiment paniquant, mais j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas en paix avec la mort. Puis en fait, c'est pas que... j'ai réalisé en fait que c'est pas parce que j'avais tant peur de la mort en soi, c'est que j'étais pas en paix avec la vie que j'avais menée, tu sais. Pendant tellement d'années, j'ai juste consommé, puis toute ma vie était centrée autour de la consommation. Puis, tu sais, j'ai passé ma vie à fuir la vie, puis comme à me geler, puis à m'apitoyer, puis tu sais, j'étais pas fière de la vie que j'avais menée. Puis, attends, comment je peux dire ça? Puis en fait, je me rends compte que même si je suis malade, puis même parce que je suis malade, puis parce que j'ai le vécu que j'ai, il y a tellement que je peux apporter, parce que, c'est parce que être malade, ça me rend plus sensible, ça me rend plus empathique. Ça, ça fait que, comme j'ai dit tantôt, ça me rend, je tiens rien pour acquis, puis ça me rend tellement plus appréciative de la vie, ça m'aide tellement à mettre comme les choses en perspective, puis me concentrer sur l'essentiel, puis en tout cas, puis par mon expérience avec les troubles alimentaires, l'alcool, la drogue, la maladie, je sais que je peux, avec toute l'expérience que j'ai, je peux tellement apporter. Puis c'est ça que je veux faire. Comme j'ai passé ma vie à vouloir fuir ma maladie puis à trouver ça injuste, alors qu'aujourd'hui, je veux utiliser tout le chaos que j'ai vécu pour apporter quelque chose. Puis au final, quand je vais vraiment mourir, je vais être fière de la vie que j'aurais menée, comme j'aurais accompli quelque chose. Puis je guérirai probablement jamais, là, c'est une maladie incurable, puis fatale, puis en théorie, selon les chiffres, il me reste pas genre 3 ans à vivre, là. Mais comme voyons, j'ai perdu mon idée complètement. Mais, tu sais, c'est ça au final, c'est OK, c'est ça, je guérirai pas, mais je vais comme c'est pas nécessaire d'attendre. Attends, parce que ma maladie, ça a tellement été une excuse pour ne rien accomplir. Comme si je faisais rien de bon de ma vie, c'était pas grave parce que j'étais malade, j'avais la meilleure excuse, tu sais. Mais au contraire, tu sais, aujourd'hui, je me rends compte, c'est ça, c'est pas parce que je suis malade que je peux rien apporter, puis c'est même grâce à ça que je peux apporter quelque chose, tu sais. Je m'exprime pas bien, puis je cherche Non, mes c'est mots. parfait. Mais en tout cas, j'espère que ça finit par être correct, là. Oui. Puis aussi, une fois tu sais, on recherche tout le temps la facilité dans la vie. On veut tout le temps le easy way out. Puis c'est pas pour rien qu'on a consommé, parce que on veut un réconfort immédiat, instantané, au lieu de
comme travailler pour avoir notre paix d'esprit. Genre, c'est bien plus facile se geler que de prier, méditer, comme, tu sais, on veut tout le temps le easy way out. Mais une fois qu'on accepte et qu'on comprend que la vie, c'est pas facile, mais tout est plus facile parce qu'on arrête de combattre puis de résister, tu sais. On accepte ça. Puis, dans le fond, ce qui rend les choses autant difficiles, c'est qu'on les résiste puis on les accepte pas. Fait que comme l'acceptation, c'est c'est la réponse à tellement de choses, là. Mais ouais. Ooh, I got caught up in some emotions. Yeah, so okay, let me let me go from like the last things you said and go back. So basically she always thought she was always ran away in her life. She was always like running away from emotions, from difficult things, and that's when the drugs and alcohol came in, right? To run away. But in more recent times, she realized that she didn't want to run away. And the quicker she was able to realize how, life is difficult, and she used to use her sickness, her illness as an excuse not to do anything, and it was an excuse to not, live her divine purpose or help others because she was sick. And now she's turned that around to, no, I can help people because of all my experiences, because of the chaos that I've been through. And that is, her biggest pain point is really what's helping other people in the greatest ways to get the support. So she's using her experience as a way to support others and not to beat herself up. She's moved out of the guilt and the shame into really using her gifts for the world. And it's so beautiful. She knows her situation is fatal, and the doctors give her 3 years to live. Knowing her, she will probably beat those numbers though. So we pray she does. But in any case, she's preparing herself for living a life that she can die and be proud of, and not hide in shame or hide in excuses, but know that she has done everything she could in the time that she has to make the most out of it and to help as many people as possible. And earlier she was talking about, it wasn't death that she was scared of, but it was the way she had been living her life that she was scared of and trying to run away from the choices that she had made. So turning that around is making her have an even better relationship, not just with death, but with her life. And so she's putting in place all those things to live a whole and full life that she can, when it's time to go, that she will be very proud of. Ouais, OK. Ben, c'est ça. Je sais plus quoi dire. Tu veux parler du livre un petit peu ou Oh mon Dieu. non? OK. Ben, je suis gênée. Pourquoi? OK. Ben, je vais parler de la gratitude. OK. Moi, à tous les soirs, je fais une liste de gratitude. Puis le fait, de le faire avec une constance, ça, à tous les soirs, je fais ça depuis presque 4 ans. Ça me garde dans un état constant de gratitude parce que je sais que le soir, je vais faire ma liste. Fait que, tu sais, veux pas, ça m'habite tout le temps. Puis, tu sais, malgré tout, là, ce que je vis, c'est comme ma liste de gratitude est longue comme ça, puis c'est tellement ressenti pour vrai, tu sais. OK, je suis hospitalisée, puis je fais de l'insuffisance rénale, je fais de la haute pression, je suis diabétique, j'ai des douleurs chroniques, je suis ptsd, je suis immunosupprimée, tu sais, comme name it, là, comme mon corps, c'est pas le fun d'habiter dedans. Puis, tu sais, je suis hospitalisée, c'est entre 4 murs, j'ai plein d'effets secondaires des médicaments. Mais, tu sais, je suis toute seule dans ma chambre. J'ai une grande fenêtre. J'ai une douche privée. Je suis au meilleur hôpital du Québec.
tu sais, faut que je me garde dans cet état de gratitude-là parce que sinon, c'est trop facile de me faire envahir par les difficultés, les épreuves, puis les injustices, si on veut. Puis, c'est de la thérapie gratuite que tu peux faire à n'importe où, qui prend 2 secondes. Pour moi, là, c'est vraiment essentiel dans ma vie. Puis, j'encourage n'importe qui à faire ça. Ouais, mais OK, mais là, mon livre, ben, non, je suis gênée. OK, j'ai parlé de la gratitude, puis tu peux penser au livre. Je pense que ça serait bien Mais d'en parler quand parle-en même. donc, toi. OK, je vais en parler. So she wants to talk a little bit about gratitude and how important it is to stay grateful every day. For the last 4 years, she's been writing a list of gratitudes every single day. You know, and despite all of her health problems, her high blood pressure, chronic pain, diabetes, she's immunosuppressed as well, has so many different health conditions. And even with that, you know, she could see that she's in a room, you know, like in a hospital room for months, and it's very been important for her to anchor herself in that gratitude. Like she's very grateful that she has a private room and she has a nice window and a private bathroom. So she's always remembering all the good things. And you know, to all of us out there, it's so important to stay grateful, that no matter how difficult our situation might be, to remember that, you know, we're still alive, first of all, and we have so much to be grateful for. And it's so funny, I mean, it's interesting you say that, because that's something that really helped me to get out of depression as well, when I was seeing dark and I wasn't having hope in life, and I was just like, I'm never going to get myself out of these addictions and eating disorders. And one of my coaches, he told me that too. He said, just stay grateful. Just as long as you're alive, there's always something to be grateful for. And at the time I was like, he doesn't know my situation. Like, he doesn't know me. Like, and yet I had everything in my life, but it was like, I couldn't see it. I wasn't aware. I was ungrateful. I was complaining all the time. And so even people that appear to have it all, you know, like, if we don't have that gratitude, is what I'm trying to say, then we don't have anything, you know, because people could have everything in the world, could have their health, could have money, could have a beautiful family, everything, but they don't know it, then they're missing out on life. And also on the same token, you could see somebody that, you know, is very poor, has you know, different health problems, that, you know, and they're grateful, and you're like, oh, how come he's happy? It's because he's grateful just for like being alive and for the little things. So it's all a matter of perception. And I want to talk about a little bit an amazing project that she's been working on. She's a little shy to share it because she's so humble, but I can't wait for it to come out. So Anne-Sophie has been working on a book. She has been writing a book that I know will be turned into a movie someday. And into so much, because she's been really, really going through it. And also want to touch on the amazing love story that you and your fiance has shared as well. You know, she has an amazing man that came into her life that you know, helped her hold on to hope as well. You know, I think he was such an important part of your recovery in having something to look forward to, right? It's like, oh my gosh, you know, I want to get married and you know, have this amazing life, and just like with this partner. So I'm so happy for you, and like, you have a wedding plan soon that I can't wait to come to, and you just have so much to look forward to. And this book is really going to inspire the world and help so many people on different levels, because your story is just incredible. You know, I don't know anybody who's been through everything that you've been through and keeps a smile on your face. And I know it hasn't been easy for you, and I know you're not always smiling. I'm not saying you have to be perfect all the time, but you have found the positivity. And I remember like going to see you even after your surgery, after your second transplant, and you were like worried about me if I was comfortable. She was like, are you comfortable? Like, do you want to lay down, or do you need something? Like, you always
cared Right. about people, even though you were in very difficult situations. And that always touched me so much, that you just have such a big heart, and you are here as an angel. Every single person who hears you share, like, they even say it, that they will never be the same again. Like, you touch people. I've seen people cry. I have cried hearing you share so many times, and it's incredible, you know, and for you to be able to see your gift, and not see it despite your problems, but see your gifts thanks to your problems, you know. And that's the shift that I love to get people to make too in their lives. Like, oh, what can I share with people? Who wants to listen to me? I have this problem. And I'm like, no, that's why you need to share, because that's how people can connect, because everybody has problems. Everybody's struggling in some kind of way. Everybody has some kind of addiction. So bringing it out into the light is really incredible. And I really appreciate you, like, sharing so vulnerably. I know it's not easy, but that shame, lifting of that shame is maybe what's going to make somebody else, you know, admit to their families that they're struggling with drugs and alcohol addiction, or reaching out for help, or going to a meeting maybe, or getting a therapist. Like, let's remove the stigma around it. Like, we need help. We cannot do this on our own. That's another thing you were mentioning, that we can't overcome on our own. We're not meant to. We are tribes people. We're meant to do this together. Did you want to add something else about the book and what Non, non. inspired you to share? Non, non. Non. Je pense qu'on a fait le tour. Ah, c'est ça, j'avais laissé sur une question, une grande question la dernière fois. Like, just some closing words to anybody Ah, who, you know, just like, what would you have told that man before he jumped in front of the metro, if you had the chance? You know, people are so desperate these days, and so, like, ready to let go of life. And you know, one thing my dad told me was, just don't give up hope. And I think that's the most important thing, is just don't give up hope. And you are the example of that. You always kept hope. ben, je trouve que l'espoir, c'est trop passif. Comme si tu fais juste t'asseoir puis espérer, il n'y a jamais rien qui va arriver. Il faut passer à l'action. Ça m'a tout le temps énervé, ça, comme tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, genre. Non, il faut mettre l'action derrière, ouais. Oui, vraiment. Puis il faut apprendre à, je sais pas, se concentrer sur l'essentiel, relativiser, comme se dire que tout passe. Quand c'est difficile, ça va passer. Puis quand c'est beau, ça va passer aussi. Mais comme tout passe tout le temps. Puis, ouais, se tourner vers les autres. C'est vraiment la clé, je pense. Comme ça nous fait sortir de notre apitoiement puis de nos bobos, là. Le monde est tellement égocentrique, là. Avec les hosties de réseaux sociaux, puis les selfies, puis le monde veut tout le temps juste des likes, puis comme regardez-moi, mais c'est tellement super. En tout cas, pour moi, pas là-dessus. Mais non, mais le monde est tellement égocentrique. Ça n'a pas d'allure. I think it's good when you know, we use those platforms. She was talking about the world being very egocentrical, and the way to heal ourselves is to turn ourselves to others in some kind of way, and not be in our own selfishness and our own selfish behaviors and desires and vanity and things like that, that we could use, you know, use ourselves to turn ourselves to other people, and to get ourselves out of our self-pity as well. If we're always like, oh, poor me, we're always going to just be in self-pity. But we need to move out of that by going to community. And also, she was talking about hope. I was saying to always keep hope, but she says beyond hope, it's important to have action behind the hope. It's like combine action with hope, and then you have a solution, right? You have to put in things, certain action plans, whether that's,
you know, an exercise routine or getting a therapist or going to meetings, eating healthier, having more fruit, like whatever it may be, but putting in those actions will lead to success and recovery. Je trouve que juste l'espoir, c'est se déresponsabiliser. C'est trop passif. Faut plus que ça. Hope on its own is too passive, she says. It's like to remove the responsibility from yourself. Ouais. So we need to be responsible for our healing and our journey by putting in place some steps. Do you have other things that you do to stay more positive? Do you have, like, I don't know, music you listen to, or like what makes you feel good that, you know, if you do get in those states of mind that could be negative, how do you pull yourself out? Do you have like little tips that you would share? I know your favorite show. Friends. Watch Friends. When in doubt, watch Friends. Manger. And eat. Je sais pas. On dirait que ça ne me vient pas spontanément, là, mais c'est sûr, me tourner vers les autres puis faire une liste de gratitude, c'est comme les deux trucs. Comme, il faut que ce soit des réflexes. Mais sinon, c'est ça. Yeah, turning herself to others and doing the gratitude list has been the most beneficial things for her in recovering. Well, Anne-Sophie, thank you so much for sharing, for all your time and your courage to share with us today. I'm so honored to be your friend and to be witnessing your journey, to see you always getting up and getting stronger and reaching out for support when you do feel like, you know, things are difficult. And you have helped me in so many ways in my life to be more open and honest. I remember some of the things you used to talk to me about, and I was like, oh my gosh, you know, like I wasn't very open about talking about sex, and like I was still very taboo, and like you really helped me to open up and to remove the shame, you know, about whatever it may be, the eating disorder, the addiction. And you're a big inspiration behind me doing what I'm doing today and helping people and coming out of my selfishness, you know, and using my platform and my voice to help people as well, because you have been the greatest inspiration. So thank you so much, and you're an angel. Merci. Mon amour. Je t'aime. Moi aussi. On se voit bientôt. Oui, demain. Okay, thank you so much to everybody who joined us. We love you so much, and thank you for being here and all your prayers for Anne-Sophie. All right, I'll see you soon. Bye. Bye.